Bien, alors je suis consciente qu'à la fin de la leçon précédente, je vous ai quelque peu malmené en accélérant le tempo pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire, mais sans véritablement parvenir à le faire, sous peine de vous retenir trop longtemps, donc excusez-moi encore pour cette accélération finale. Je vais donc repartir des constats que j'ai effectués en fin de cours la semaine dernière et centrer l'analyse aujourd'hui sur l'expression que vous voyez à l'écran, Hiera kai Ossia, et de ce qu'elle apporte à ma réflexion sur la norme. Mais je vais d'abord reprendre le graphique que je vous avais mis sous les yeux à la fin de la leçon de la semaine dernière, et je vais y revenir plusieurs fois en cours de route. Donc je vous rappelle que ce graphique, avec toutes ses imperfections, parce qu'un tel schéma, comme son nom l'indique, est toujours schématique, mais ce graphique vous montre l'enchâssement des différentes dimensions de la norme. Donc on retrouve la thémis qui englobe le tout en tant que principe normatif qui régule l'ensemble du cosmos. Vous vous souviendrez de mon expression, le filet régulateur. On a la dikei, le dikaion, qui en émane. Et la généalogie hésiodique l'exprime en faisant de Dikei une fille de Thémis et de Zeus. Et puis les deux volets de la piété qui forment, selon Platon, une partie de ce qui est Dikaios. Et comme une auditrice fidèle me l'a fait remarquer très justement au terme du cours de la semaine dernière, nomos n'apparaît pas sur cette diapositive. Ce n'était pas un oubli, mais le signe d'une difficulté que j'ai souhaité rencontrer en ouverture de la présente leçon. Tout bien réfléchi, voici ce que je vous propose, en me fondant sur les analyses de nomos que j'ai menées à bien jusqu'ici, et j'y reviendrai plus tard dans la leçon conclusive. Et je précise que la leçon conclusive aura lieu le 14 avril et non le 21, comme l'indique le programme papier, dans la mesure où des travaux doivent se faire dans cet amphithéâtre. Et donc, voilà, on a un raccourci d'une semaine. Donc, mon dernier cours, ce sera le 14 avril. Donc, c'est l'Internet qui fait foi à ce stade de l'année. Donc, schéma qui a ses limites, mais voilà, où j'essaye de résumer en quelque sorte et de mettre en évidence les différentes étapes de l'analyse que j'ai menée jusqu'ici. Et donc, c'est sur l'arrière-plan de ce graphique que s'inscrit ma réflexion d'aujourd'hui, qui aborde donc la conjonction des deux adjectifs au pluriel, hiera, neutre pluriel de hieros, dont je vous ai abondamment parlé l'année dernière. Et comme je parlais l'année dernière devant des fauteuils vides, ça, je pense que la chronologie s'en trouve un petit peu perturbée. Donc c'est l'année dernière que j'ai analysé donc, ce que l'on pouvait dire de cette notion de hieros, et notamment en contestant cette vision d'un sacré un peu intemporel et abstrait qui ne correspond pas du tout à ce que nous offre la documentation grecque. Puis, dans Hiera kai Ossia, vous avez Ossia, neutre pluriel d'osios, qui vous est familier désormais puisque je vous en ai parlé jeudi dernier. Alors, je dois préciser d'emblée que la conjonction, l'expression conjointe Hiera kai Ossia est surtout attestée dans la documentation athénienne, et nous l'avons déjà vu passer dans un document que j'avais analysé à d'autres fins et que je vous remets à l'écran. Il s'agit donc, vous vous en souviendrez peut-être, de l'inscription qui consigne au milieu du IVe siècle, avant notre ère bien sûr, le serment que prêtent les éphèbes athéniens à leur entrée en charge. Ils jurent d'être courageux, de ne pas déshonorer les armes sacrées. Ils jurent obéissance à leur commandant et au thesmoi, et c'est surtout cela que j'avais commenté et dont je vous ai reparlé cette année, les thesmoi, fondés, enracinés, hydruménon. J'ai souligné la dernière fois que j'ai parlé de cette inscription, j'ai souligné l'usage du verbe hydruein, donc qui signifie véritablement
encastrés en quelque sorte hein, dans la cité, dans la communauté, dans le territoire. Donc enraciné, cet esmoï enraciné dans la cité, et donc jusqu'ici on avait parlé des esmoï et des hieras au plat. Il est temps d'en arriver maintenant à la partie que j'ai mise en rouge ici dans le grec et en grâce dans la traduction française, étant entendu que, comme vous le constatez, je n'ai pas traduit fondamentalement l'expression hiera kai hosia, et dans les premières analyses que j'ai données de ce document, je l'avais laissé soigneusement en translittération. Et donc, les éphèbes jurent de défendre les hiera kai hosia. Alors, ce n'est pas la seule attestation de la conjonction de ces deux termes, loin s'en faut. Toujours à Athènes, toujours à propos d'Athènes, on trouve ces notions dans la constitution des Athéniens élaborée par, documentée plutôt, c'est plus juste. Elle existe avant sa mise en place dans l'école d'Aristote. Donc la constitution des Athéniens telle que la documente l'école d'Aristote, et on trouve notamment, parmi bien d'autres choses, mention de l'ordre du jour de 2 des 4 assemblées qui avaient lieu par Prytanée, donc chaque mois, à Athènes. Et que nous dit le texte ? Les 2 assemblées restantes concernent les autres affaires pour lesquelles les lois ordonnent de délibérer sur 3 questions touchant aux hiéras, 3 questions touchant aux héros et aux ambassades, et 3 questions touchant aux hosia. Je ne traduis pas encore à ce stade, hein, c'est tout l'enjeu de ma réflexion d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre en profondeur afin d'offrir une traduction. Et donc on a cette confirmation, la confirmation donc, de ce que la constitution des Athéniens nous dit, par exemple, dans un discours d'Échine qui s'intitule Contre Timarque, dont le texte se fonde sans doute pour ce point sur la même loi à laquelle fait référence la constitution aux mêmes lois au pluriel auxquelles fait référence l'Athénaïon Politeia. Et donc, que nous dit Échine ? Après que le sacrifice purificatoire aura été accompli et que le héros aura prononcé les prières traditionnelles, les proèdres devront d'abord mettre aux voix les motions qui ont trait aux hiéras de la patrie, aux héros et ambassadeurs, ainsi qu'aux hosia. Vous voyez qu'on retrouve exactement la même scansion de l'ordre du jour de l'assemblée en question. J'attire votre attention sur un détail. Il y a 2 occurrences dans le texte de l'adjectif patrios, et c'est une des modifications que j'ai apportées à la traduction de la CUF. C'est vrai que la première fois, j'ai accepté la traduction par prière traditionnelle, hein, c'est général, et puis je n'ai pas indiqué les hiéras traditionnels simplement, j'ai précisé les hiéras de la patrie, tout simplement pour souligner, et vous verrez pourquoi dans la suite, la dimension publique et collective, officielle en quelque sorte, de ces hiéras dans le cadre qui est celui auquel se fait référence le discours d'Échine. Il y a donc dans cet ordre du jour les hiéras, les affaires de politique extérieure, c'est cela que désigne la référence aux héros et aux ambassadeurs, et les hosia. Voilà. J'ajouterai, pour compléter le tableau, que la citoyenneté athénienne elle-même peut être définie selon la formule « avoir part aux hiéras kai hosia », donc aux hiéras et aux hosia. Et ça a été très bien montré par Josine Bloch dans cet ouvrage intitulé « Citizenship in Classical Athens » que je vous mets sous les yeux. J'attire votre attention sur le fait que Josine Bloch est venue cette année, dans le cadre de mon séminaire, parler de ces questions de citoyenneté en relation notamment avec les hiéras et les hosia, et que son séminaire a été enregistré, séminaire en anglais, que vous pouvez trouver sur ma page internet sur le site du collège. J'ajoute aussi à cette mini-bibliographie un article de Pierre Brulé qui a été publié en 2017, la même année que le livre de Josine Bloch, et qui ne pouvait donc pas se trouver dans la bibliographie du livre
bibliographie à laquelle je vous renvoie sur ce sujet. Définition de la citoyenneté, disais-je, et un passage du discours de Démosthène contre Aristocrates le montre précisément, comme cela vous verrez, l'expression en contexte. Athénien, dit l'orateur, nous avons fait de Charidémos un citoyen, et par un tel présent, nous lui avons donné en partage les hieras, les osia, donc vous avez ici métédokamen, hieron, kai, osion, et il ajoute kai nomimon, donc les nomima, et tout ce à quoi nous avons part nous-mêmes. Et vous avez ici le verbe métékein, qui est vraiment l'expression de cette participation, au sens de prendre part à. Alors, les nomima qui viennent s'ajouter à la simple juxtaposition des hieras et des osia qui m'intéressent, les nomima sont susceptibles de désigner ici, à l'époque de Démosthène, et dans le contexte d'un plaidoyer, ce qui relève du régime légal de la cité, tout autant que les coutumes du groupe. Je vous ai dit plusieurs fois à quel point ce champ sémantique conservait une forme d'ambiguïté, même au temps d'une loi bien intégrée, écrite, et à laquelle les orateurs font référence. L'usage ici de nomima est significatif de ce glissement de sens possible vers des usages qui ne relèvent pas nécessairement de la légalité comme telle. Donc c'est plutôt les coutumes du groupe. Donc probablement que les deux aspects sont présents dans cette réflexion de l'orateur. Mais encore une fois, que signifie l'expression osia kai hiera que l'on retrouve ici, comme dans le serment des Éphèbes, dans l'agenda de certaines assemblées? Alors, je voudrais, pour avancer dans la résolution de ce problème, je voudrais faire un détour par la Crète. En effet, à la fin du VIe siècle avant notre ère, donc à la fin de la période archaïque, dans une cité de l'île, a été établi le contrat pour un scribe, dont je vous mets le texte à l'écran. Il s'agit d'un document absolument remarquable qui a été mis au jour à la fin des années 60 du siècle dernier, qui a suscité beaucoup de commentaires, notamment des commentaires portant notamment sur la question de l'écriture, de l'archivage dans les cités archaïques. Alors, je lis le texte avec vous, du moins la partie qui m'intéresse, parce que j'ai passé une partie qui était moins directement intéressante pour moi et qui en plus était très abîmée. Donc, je lis la traduction avec vous, traduction que j'emprunte à Henri Van Effenter et Françoise Ruzé, qui sont les auteurs du recueil qui s'intitule Nomima, auquel je me réfère ici. Dieu, les Dataleis ont décidé, et nous, la cité, à raison de 5 par tribu, avons promis à Spensitios le vivre et l'exemption de toute taxe pour lui et sa famille, en tant qu'il serait pour la cité, dans les affaires publiques tant divines qu'humaines, le scribe et l'archiviste. Aucun autre ne sera le scribe et l'archiviste pour la cité, dans les affaires publiques tant divines qu'humaines, sinon Spensitios et sa famille, à moins d'une initiative expresse de Spensitios ou de sa famille, c'est-à-dire la majorité de ses fils adultes. Puis, j'ai passé, puis le texte est un peu altéré, je vous le disais. Le scribe recevra par égal, nous dit le texte. Pour les affaires tant divines qu'humaines, le scribe sera présent et participera lui aussi dans tous les cas où le côme y sera. Le côme, c'est le magistrat le plus important de la cité. Et pour tous les dieux pour lesquels il n'y a pas de prêtre particulier, le scribe accomplira les sacrifices à frais publics et aura profit des domaines sacrés. Bon, on n'est plus dans la poésie archaïque, je vous le concède aisément, mais ceci est plein d'enseignements pour mon propos. En effet, ce n'est pas un cas unique en Crète. Les serments prononcés dans l'île à la période hellénistique, un peu plus tard, donc plusieurs siècles après, dans les accords entre les cités, voient également apparaître cette coordination entre les theia, vous voyez ici une forme locale, dialectale, mais c'est les theia, les choses, les affaires divines, et les anthropina, ici, les affaires humaines. Et on remarque aussi que ces affaires divines et ces affaires humaines sont englobées dans la sphère publique qui se profile derrière
le neutre ta damosia, qui est la forme dorienne de démosios, donc qui signifie officiel, public, collectif. Alors, si l'on compare les textes athéniens que je vous ai soumis jusqu'ici, et qui font référence à la répartition en hiéra et osia, avec la distinction qui est faite ici entre les theia et les anthropina, il semble que l'on ait affaire à un référent similaire dans la répartition générale des affaires publiques d'une cité grecque. Dès lors, le fait que les osia athéniens se voient ainsi éclairés par les anthropina crétois est venu renforcer l'impression, l'interprétation généralement donnée de la conjonction hiera kai hosia en termes de choses sacrées et choses profanes. Si vous regardez dans un certain nombre d'éditions de textes grecs où apparaît l'expression hiera kai hosia, vous trouverez plus d'une fois cette expression, les affaires divines et les affaires humaines ou les affaires sacrées et les affaires profanes. Il y aurait donc de la sorte les affaires des dieux d'un côté, celles des hommes de l'autre, en une sorte de dichotomie stricte, à l'instar de celle qui oppose dans notre propre imaginaire le sacré et le profane. Néanmoins, même si c'est une analyse que l'on trouve dans la bibliographie sur le sujet, les analyses que je vous ai soumises jusqu'ici sur le champ sémantique d'Osios laissent entendre, me semble-t-il, que cette famille de mots n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous qualifions de profane. Je repose dès lors la question initiale. Que jurent de défendre les éphèbes athéniens ? Ce doit être précisément ce qui est constitutif de leur cité et donc de la citoyenneté. Il y a les hiéras d'abord, à savoir tout ce qui manifeste concrètement au sein de la cité la présence et la puissance des dieux, c'est-à-dire les sanctuaires, les biens qui sont associés à ces sanctuaires, les propriétés foncières qui peuvent être hiéras, mais aussi les rituels qui leur sont réservés. Souvenez-vous, le processus sacrificiel qui est au cœur de la pratique rituelle des Grecs produit des hiéras, des parts qui permettent l'interaction entre les dieux et les hommes. Et comme l'écrivait Jean Rudart en une formule que j'aime beaucoup et que je vous ai à laquelle j'ai déjà fait référence, mais que je vous remets sous les yeux, d'une certaine manière, ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme ou de l'homme au Dieu. Bon, je mettrai qui conduit des dieux aux hommes et des hommes aux dieux pour éviter toute ambiguïté sur le singulier, mais vous voyez ce que ce grand savant voulait dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de constater qu'il y a une voie à deux directions, dont les dieux sont directement partie prenante et qui engagent leur puissance d'action, ou en tout cas sont susceptibles de le faire. Et je vous renvoie sur toutes ces questions à la leçon conclusive de l'année dernière où j'avais synthétisé l'analyse de Hieros. Bon, mais Hieros, c'était la partie la plus facile de la question. Maintenant, il y a les osia, et se pose à nouveau la question de savoir comment traduire, puisque la traduction engage la compréhension de ce que l'on désigne ainsi. Que sont ces osia que les éphèbes défendent, auxquels les citoyens ont part et qui forment en quelque sorte le complément attendu des hiéras quand il s'agit d'exprimer les aspects constitutifs de la cité. On le voit tant dans l'agenda des assemblées que dans le serment des éphèbes. Alors, ce ne sont pas simplement les affaires des hommes, même si le parallèle crétois a ses vertus, et qu'il nous dit quelque chose des hosia athéniens. Mais ce n'est pas uniquement les affaires des hommes. Je voudrais donc approfondir la perception de l'adjectif, que j'ai commencé donc à analyser la semaine dernière. Et la semaine dernière, précisément, j'ai lu avec vous des passages tirés de la poésie archaïque, et opérant un saut dans le temps, j'ai aussi travaillé sur le Typhon de Platon, qui est le dialogue par excellence sur la piété, sur l'osion. J'en avais déduit que Osios avait à voir effectivement avec la piété, vue sous l'angle de la norme. Et là encore,
le graphique permet de le présenter de façon schématique. Afin d'être en mesure de traduire l'expression Yera Kai Hoshea, je me pencherai à présent sur l'œuvre de Thucydide et les quelques endroits dans cette œuvre où il recourt à ce terme. Si j'ai choisi Thucydide, c'est pour 3 raisons. Première raison, Thucydide est un Athénien. Il est donc susceptible d'être familier de l'expression qui nous occupe. Deuxième raison, il offre en prose une analyse de la guerre du Péloponnèse, ce qui nous met en présence d'un type documentaire différent que la poésie, qui m'a beaucoup retenu jusqu'ici, ou que la prose philosophique d'un Platon. Enfin, troisième raison, je choisis Thucydide parce qu'au total, dans son étude de la guerre du Péloponnèse, les questions religieuses l'intéressent fort peu, voire pas du tout. En conséquence, le recours à un vocabulaire marqué dans ce registre-là est d'autant plus remarquable et a toute chance d'être significatif pour faire ressortir les éléments importants de la question. Nous allons donc nous saisir de différents passages de Thucydide en essayant d'approfondir donc le questionnement que j'ai entamé tout à l'heure. Je commencerai par le début du livre 2 et je vous donne le contexte pour que ça prenne sens. En avril 431, donc nous sommes juste avant le déclenchement de la guerre, au moment où on peut considérer qu'elle s'enclenche, la ville béotienne de Platée, alliée d'Athènes, est attaquée par les Thébains, alliés de Sparte, qui rompent ainsi la trêve de 30 ans qui avait été conclue entre les deux blocs. Très vite, les Thébains sont en mauvaise posture, donc ils ont attaqué la cité, mais ils s'y voient mis à mal, et ils délibèrent sur l'opportunité, donc ceux qui sont les Thébains qui sont toujours à l'extérieur, délibèrent sur l'opportunité de commencer à faire des razzias à l'extérieur de la cité, pour s'emparer de Platéens qui ne sont pas derrière les remparts de la ville et les échanger avec les assaillants thébains qui seraient prisonniers à l'intérieur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se situe le passage que vous avez sous les yeux. Je lis la traduction de Jacqueline de Romilly avec vous. Les Platéens soupçonnèrent un tel développement et, craignant pour les gens du dehors, ils envoyèrent un héros aux Thébains. Ils leur faisaient dire que dans ce qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas agi selon les lois sacrées. C'est la traduction de Romilly. En essayant ainsi de prendre leur ville, malgré l'existence d'une paix régulière. Et maintenant, pour ceux qui étaient au dehors, il les avertissait de ne point causer de tort. Donc c'est la fin de la citation de ce passage. Pour vous montrer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, j'ai conservé la traduction de Jacqueline de Romilly, où s'efface finalement la spécificité des Hoshea qui deviennent des lois sacrées. Et où ne s'efface pas moins l'injustice qui arrive à la fin du passage. Et je vais réviser la traduction dans un instant, mais je voudrais comprendre avec vous le fond du problème que dénoncent les Platéens. Alors, les conventions de paix imposent des actes Hoshea, nous dit le texte. Et ce sont de telles attentes qui ont été bafouées par les Thébains aux yeux des Platéens. Et comme vous voyez à l'écran, le terme grec pour dire la trêve, l'accord de paix, c'est spondai. Or, les spondai, c'est le pluriel de spondé, et spondé, c'est la libation. Ça veut dire la libation que l'on effectue en l'honneur des dieux, car tout traité implique les dieux et des serments qui sont... Et pour asseoir ce sens de spondé, je ne résiste pas au plaisir de faire référence à un article de mon collègue François Lissarac, qui est décédé fin de l'année dernière. Et je vous avais déjà montré ce dessin de vase quand on a parlé de l'agathos daimon. Et sur ce vase, on a une inscription « Spendo to daimoni to agato ». Donc vous voyez, c'est vraiment le geste de la libation, c'est cette spondée. Donc les spondai, qui permettent que s'établisse une trêve, un accord de paix, construisent un cadre où s'accomplissent des actes Hoshea. Il s'agit en conséquence du comportement juste et pieux commandé par la trêve qui s'est décidée sous l'égide des dieux. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec du profane.
Ça n'a rien à voir avec du profane. Ça ne voudrait pas dire grand-chose puisque les dieux sont engagés dans l'opération. Ils sont partie prenante de cette situation. Pour autant, je n'irai pas jusqu'aux lois sacrées de Jacqueline de Romilly qui brouillent notre système de référence. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point la semaine prochaine. Je pourrais traduire Hosea par des actes pieusement normés, mais on peut reconnaître que ce n'est pas très élégant. Je vous propose dès lors ceci. Donc je ne relis pas tout. Il leur faisait dire qu'ils n'avaient pas accompli les actes religieusement corrects que l'on pose dans le cadre d'une trêve, en essayant ainsi de prendre leur ville. Donc on voit bien qu'ici, nous n'avons pas affaire à du profane, que ce ne sont pas des affaires humaines in abstracto. On a ici une notion de norme, et si j'ai mis religieusement correct, donc avec correct, c'est la norme qui se dévoile, et religieusement montre qu'on n'est pas dans un cadre profane. Le deuxième passage que je vous soumets est tiré de la très célèbre description par Thucydide de la pestilence, ce qu'on appelle la peste d'Athènes, mais fondamentalement on ne sait pas si c'était la peste, c'est pour ça que je parle de pestilence, qui frappe donc Athènes à l'entame de la guerre du Péloponnèse, qui va faire beaucoup de dégâts. Et il faut dire que cette description a été souvent sollicitée ces 2 dernières années à titre d'évocation, de comparaison. Mais le problème était encore plus grave en 430, en termes de morbidité du virus en question. Je lis avec vous. Les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres, car on mourait sur place. Devant le déchaînement du mal, les hommes, ne sachant que devenir, cessèrent de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. C'est la traduction de Jacqueline de Romilly. C'est ainsi que furent bouleversés tous les usages observés auparavant pour les sépultures, chacun ensevelissait comme il pouvait. Là encore, même si la traduction que je viens de lire respecte la lettre du texte, je ne traduirai pas Hiera kai Hosea, puisque c'est évidemment à cela qu'on a affaire, par divin et humain. Ça appauvrit l'expression. Le non-respect des hiéras, première partie de la formule, c'est le fait de mourir dans des sanctuaires, ce qui est évidemment rigoureusement interdit, normalement dans une pratique régulière. Le non-respect des Hosea, qu'on a après, c'est le fait de contrevenir aux usages funéraires. Donc, Hiera synthétise ici ce qui précède, et Hosea annonce ce qui suit et qui nous est familier. Et la traduction pourrait être « Ils cessèrent de rien respecter, tant ce qui est sacré que ce qui est... » Alors j'aurais pu mettre religieusement correct comme tout à l'heure, mais ici j'ai choisi conforme à la piété, pour rendre compte précisément de toute cette charge que nous avons vue à l'œuvre dans le registre de l'Ossione. Et vous voyez que les actes Hosea sont régis par des nomoi, je l'ai translittéré ici, au sens des usages ancestraux. Donc je vais revenir là-dessus. Et Thucydide de préciser au paragraphe suivant, d'une façon générale, traduction de Romilly aussi, d'une façon générale, la maladie fut dans la cité à l'origine d'un désordre moral croissant. Ce que Jacqueline de Romilly traduit par désordre moral est en fait, vous le voyez, je l'ai mis en grâce et puis en italique ici, l'anomia, l'anomie, l'absence de nomos. Donc une dérégulation générale des comportements, une perte des repères que l'on peut avantageusement ici, je pense, mettre en contraste, même si Thucydide ne le fait pas, avec l'eunomia que nous avons vu à l'œuvre précédemment, notamment chez Solon. Ce qui se passe pendant la pestilence est donc l'image inversée de l'eunomia, et l'image inversée aussi de ce que les éphèbes s'engagent à faire, à savoir la défense et donc le respect des hiera kai Hosea. Je poursuis. Toujours le texte de Thucydide, nous sommes au même endroit du livre 2, au chapitre 53. Donc il poursuit dans son analyse de la situation terrible qu'induit la pandémie. Je lis « L'agrément immédiat et tout ce qui, quelle qu'en fût l'origine, pouvait avantageusement y contribuer, voilà ce qui prit la place du beau et de l'utile.
crainte des dieux ou loi des hommes, vous voyez l'expression théon de phobos et anthroponomos, une expression très, très marquante. Crainte des dieux ou de loi des hommes, rien ne les arrêtait. D'une part, on jugeait égal d'être respectueux ou non, et c'est là que j'ai changé la traduction de Jacqueline de Romilly, donc sebain kaime, donc être respectueux ou pas, ou non. Puisqu'on voyait tout le monde périr semblablement, et en cas d'acte criminel, personne ne s'attendait à vivre assez pour que le jugement eût lieu et qu'on eût à subir sa peine. Je poursuis, et tout cela va se cristalliser à un moment. Ici, nous engrangeons les constats. Au livre 3, on va retrouver les gens de Platée, qu'on a quittés pour arriver à la pestilence. On retrouve les gens de Platée qui tentent de convaincre les Spartiates de ne pas laisser les Thébains détruire leur cité, puisque finalement les Thébains ont eu l'avantage. Et le premier argument que les Platéens expriment, on l'a vu précédemment, les Thébains sont les agresseurs, alors que la trêve était engagée et que de surcroît c'était un moment de fête. Je lis avec vous. Les Thébains, eux, ont commis envers nous bien des injustices. Vous voyez le registre de la Diké, du Dikaion. Les Thébains, eux, ont commis envers nous bien des injustices, dont vous connaissez vous-même la dernière, qui nous a réduits à ce point. Ils voulaient s'emparer de notre ville dans le cadre d'une trêve, et vous retrouvez les spondai. Et qui plus est en période de fête. Ça, c'est un nouvel argument qui arrive. La hiéroménie, c'est la fin du mois, et bon, c'est considéré comme une période sacrée, comme le dit le terme. Quand nous les avons punis à bon droit, selon la norme pour tous, qui considère comme religieusement correcte, c'est comme ça que je traduis ici Hosion, mais j'aurais pu mettre conforme à la piété, c'est assez équivalent, de repousser l'attaque d'un ennemi. Vous voyez, entre la pandémie et le fait de résister à l'attaque d'un ennemi, nous sommes dans une forme d'actualité. J'attire votre attention dans ce texte sur les nomoi katestotes. Ici, vous voyez donc selon la norme, enfin la norme, le nomos ici, la norme établie pour tous, qui commande donc qu'on peut repousser, qu'il est pieux, qu'il est correct, qu'il est religieusement correct de repousser un ennemi qui attaque en période de trêve. Et je vous rappelle, parce que ça me permet de faire le pont avec un élément que j'ai constaté précédemment, je vous rappelle à cet égard exactement la même expression, les nomus, tous katestotas nomus, qui étaient ceux que Créon, à la fin de la tragédie Antigone, regrettait finalement de n'avoir pas respecté. Donc on est vraiment dans ce registre-là, même si nous sommes ici en prose, dans une œuvre qui ne s'interroge guère sur les ressorts religieux de l'intrigue, alors que l'Antigone est évidemment complètement centrée sur ce problème. Alors, donc je vous disais, ça c'est le premier argument des Platéens. Il y en a un deuxième qui tient au précédent prestigieux de 479. Souvenez-vous, la bataille terrestre finale des guerres médiques a eu lieu à Platée. Sur le territoire de la cité. La cité est donc le symbole de cette victoire des Grecs contre les barbares. Et ils affirment que celui qui ferait périr les habitants de cette cité symbole se couvrirait d'infamie. Et voilà comment ils concluent. Ainsi, en donnant la sécurité à nos personnes, vous prononceriez un jugement conforme à la piété. Vous voyez, c'est émettre un jugement, enfin des osias. Un jugement conforme à la piété, ou religieusement correct, pour reprendre l'autre formulation que je vous ai proposée, en songeant dès maintenant que nous nous sommes livrés de nous-mêmes et vous avons tendu les mains. Or, et c'est une incise dans le texte, dans le discours prêté aux Platéens, or, le nomos, qui vaut pour les Grecs, interdit de tuer, de mettre à mort dans ce cas. Qu'en outre, nous avons été de tout temps vos bienfaiteurs, les évergètes, vous voyez ici, ceux qui agissent bien à l'égard de quelqu'un.
Tournez en effet vos regards vers les tombeaux de nos pères, ou de vos pères plutôt, qui, morts sous les coups des Mèdes et enterrés chez nous, puisqu'effectivement il y a eu des morts et ils ont été enterrés sur place, à Platée. Donc, les tombeaux de vos pères, qui, morts sous les coups des Mèdes et enterrés chez nous, recevaient de nous chaque année des honneurs officiels avec les vêtements et les autres offrandes rituelles, à savoir des nomima. Et tout ça, vous reconnaissez, démosios, l'adjectif qui veut dire public que l'on a vu dans le contrat de Spensitios. Donc, vous voyez à nouveau réunis dans un seul passage le champ sémantique de l'Osion, celui du nomos, avec la référence au tombeau, et à ces nomimoi, donc, qui sont clairement ici les actes d'offrande inspirés par une norme rituelle. Le passage suivant que je vous soumets s'inscrit, toujours donc chez Thucydide, je ne le quitterai pas, s'inscrit dans le cadre de la campagne des Athéniens contre l'île de Mélos à l'été 416. Donc nous sommes plus loin dans la guerre. Et les Méliens étaient, donc les gens de l'île de Mélos, Milo aujourd'hui, la Vénus de Milo vient de là. Les Méliens étaient des colons de Sparte, écrit Thucydide, qui ne voulaient pas se rallier à Athènes, contrairement à toutes les autres îles de l'Égée, enfin un certain nombre d'îles de l'Égée. Et la puissance de la cité qui attaque Athènes à ce moment-là, cette puissance est écrasante, complètement disproportionnée par rapport à la petite île de Mélos. Et les gens de Mélos en sont totalement conscients. Les Athéniens leur conseillent de se soumettre, sinon ils sont écrasés, mais les insulaires ne peuvent s'y résoudre, en dépit donc de cette conscience que le déséquilibre des forces en présence risque de leur être fatal. Et l'historien reconstitue l'échange entre les assaillants et les Méliens, puisque c'est évidemment le grand art de Thucydide, c'est de reconstituer ce qui pourrait avoir été dit dans le cadre de ces échanges. Et donc nous sommes cette fois au livre 5, au chapitre 104, et voilà ce que les Méliens disent aux Athéniens. « Nous estimons, nous aussi, difficile, n'en doutez pas, de lutter contre vos forces et contre le sort s'il n'y a pas d'égalité à l'origine. » C'est la disproportion dont je vous parlais. « Cependant, nous avons confiance. Pour ce qui est du sort, nous comptons que la divinité ne nous laissera pas le désavantage. » Vous voyez ici, Ektoutéiou. « Car nous nous dressons en hommes pieux. » Et là, j'ai conservé la traduction de Jacqueline de Romilly, Hosioi. Nous nous dressons en hommes pieux contre un parti sans justice, c'est-à-dire des gens injustes. Et pour ce qui est l'insuffisance de nos forces, nous comptons sur l'alliance lacédémonienne. Ils ne sont pas complètement fous. Donc ici, la boucle est bouclée, pour mon propos, parce que c'est moins la guerre du Péloponnèse qui m'intéresse que ces moments où surgit le champ sémantique de l'Osion. Donc, la boucle est bouclée. J'ai cette fois conservé, comme je vous le disais, la traduction de Madame de Romilly pour ce qu'elle a donné donc pour l'adjectif Hosios, par lequel les Méliens se définissent. Ils s'affirment pieux face à des adversaires qui sont injustes. Et nous retrouvons ici en prose ce que la poésie nous avait largement montré la semaine dernière et que le Socrate de Platon avait théorisé. L'Osion est une partie du dikaion. Je vous remets le schéma sous les yeux. L'Osion est enchâssé dans le dikaion. Le passage de Thucydide est absolument clair à cet égard. Nous pouvons même faire un pas supplémentaire au vu des 3 attestations de nomos que nous avons également vu apparaître dans les passages de Thucydide en relation avec l'Osion. Je vous remets juste la partie de ces 3 passages qui chevillent Osios et nomos dans le texte. 2 fois sur 3, ici, donc les 2 passages du livre 3, l'auteur du discours invoque un nomos qui vaut pour tous les Grecs, à savoir, d'une part, la résistance contre une attaque, c'est le discours des Platéens, et le fait de respecter un suppliant, toujours les Platéens. Mais on peut supposer que la 3e occurrence, celle du livre 2, qui arrive ici en début de diapositive, on peut supposer que cette occurrence, qui considère les usages funéraires, a une portée tout aussi large, c'est-à-dire l'assentiment. C'est nomoi, vous voyez, même s'il ne dit pas que, comme dans les 2 autres cas, qu'il s'agit
de nomoi commun, on peut considérer que ça fait partie des règles partagées. Alors, un ultime passage de Thucydide mérite qu'on s'y arrête. Je vais vous l'afficher dans un instant. Il se place lui aussi au livre 3, dans le contexte de ce que l'historien considère comme un ébranlement global du monde grec. C'est-à-dire qu'il montre une situation de sédition interne aux cités généralisée. Alors vous vous souvenez, c'est un terme que j'ai plusieurs fois mis en exergue dans des cours antérieurs, la stasis, c'est-à-dire le cauchemar des Grecs, la guerre intestine. Ces séditions qui font que les citoyens s'attaquent aux citoyens, à leurs concitoyens. Et c'est le cas dans l'île de Corcyre, donc Corfou, en 427. Donc là, on est revenu en arrière, on était parti en 416, et là, on revient vers les premières années de la guerre. Et dans l'île de Corcyre, en 427, des massacres terribles sont perpétrés au sein même de la cité entre des factions politiques rivales. Et Thucydide nous dit, le père tuait le fils, les suppliants étaient arrachés des sanctuaires, et on alla jusqu'à emmurer certains d'entre eux dans le sanctuaire de Dionysos. Je ne vous ai pas mis le texte pour l'instant. Puis, l'auteur va monter en généralité, et là, ce n'est pas un discours, c'est lui qui assume cette analyse. Donc, il ne prête pas sa voix à des protagonistes de l'intrigue, il assume ce discours-là. Il monte donc en généralité et considère la diffusion de ce mal à tout le monde grec. Et il émet alors une considération qui est assez proche de ce que nous avons vu chez Isocrate la semaine dernière. Isocrate, dans ce passage du discours sur l'échange, soulignait, souvenez-vous, le fait que dans une cité qui va mal, on détourne le vocabulaire et on fait passer pour positif ce qui est négatif. Thucydide va avoir exactement le même type de propos dans le cadre de cette situation de Corcyre, avec un détournement des termes et des valeurs qu'il désigne. Et donc voici ce qu'il écrit. En vérité, la parenté même devint, donc nous sommes au livre 3, chapitre 57, en vérité, la parenté même devint un lieu moins étroit que le parti, c'est les factions que j'évoquais il y a un instant, que le parti où l'on était prêt davantage à oser sans détour. Car ces réunions-là, au lieu de respecter les lois existantes visant à l'utilité, vous voyez donc ici un métatone keimenon nomon ophelias, violer l'ordre établi au gré de la cupidité. Et vous avez de nouveau, alors ce que Jacqueline de Romilly traduit par l'ordre établi, c'est en fait tous catestotas nomus sous-entendu. Donc on retrouve cette notion que nous venons de voir par ailleurs, et on retrouve aussi ce mot qu'Aristote, que le pseudo-Aristote avait utilisé dans un passage que je vous ai montré précédemment, la pléonexia, donc l'avidité. L'avidité, ce que Solon appelait le choros, ce fléau de la vie commune. Et les engagements, je conclus, donc je finis la citation, et les engagements mutuels tiraient moins leur force de la loi divine, vous avez ici to teio nomo, de la loi divine que de l'illégalité perpétrée en commun. Et vous avez ici le para, noméo, donc être en marge de la loi, c'est ça que ça veut dire. Et Thucydide va égrener toute une série de comportements déviants ensuite, la violation des serments, le tout couronné par la pléonexia, l'avidité, la cupidité et une ambition démesurée. Et il conclut, puis je vais revenir sur ce passage qui est fondamental pour mon propos, il conclut, toujours donc dans ce chapitre 57 du livre 3, ainsi, aucun des deux camps ne pratiquait la piété. Et voilà le Cébéia, dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Aucun des deux camps ne pratiquait la piété, mais grâce à des paroles spécieuses, arrivait-on à réussir une entreprise odieuse. On y gagnait en renom. C'est le détournement des principes que j'évoquais il y a un instant. Quant aux éléments intermédiaires dans les cités, ils étaient massacrés par les deux camps, soit parce qu'ils ne les soutenaient pas, soit qu'on trouva odieux de les voir, eux, en réchapper. J'affiche les deux derniers passages que je viens de vous lire. Je les affiche ensemble à l'écran, dans la mesure où ils présentent
et c'est notable dans une œuvre aussi imposante que l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, il présente les seules occurrences dans cette œuvre de la référence à un nomos divin, un teios nomos, donc la seule, de même que la seule référence à l'Eusébéia. C'est la seule occurrence du terme. Donc quand je vous disais qu'au total ces choses l'intéressent peu, mais voilà, ici, il assume le discours, enfin il assume le propos, qui n'est pas un discours, et il le prend à son compte. Donc ça m'intéresse d'autant plus, c'est d'autant plus notable. Et j'avance. Je reviens dès lors à ma question de tout à l'heure. Comment traduire Hossia, maintenant que nous avons parcouru tous ces contextes très, très, très évocateurs de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, comment traduire Hossia dans l'expression Hiera kai Hossia? Que sont ces Hossia que les Éphèbes s'engagent à défendre, ces Hossia auxquels les citoyens ont part, ces Hossia qui forment en quelque sorte le complément attendu des Hiera quand il s'agit d'exprimer ce qui est constitutif de la cité. Dans les traductions du terme seul chez Thucydide, j'ai choisi de qualifier en français, vous l'avez vu, les comportements ainsi désignés de religieusement corrects ou conformes à la piété, tandis que les personnes elles-mêmes, on pouvait dire que si elles étaient hosioi, elles étaient pieuses, sachant que cette piété est alors vue sous l'angle de la norme. Très important. L'expression hiera kai hossia englobe avec hiera le patrimoine sacré de la cité, en tant que collectivité. Et vous voyez qu'ici, j'ai oublié de le commenter, dans ce graphique que je vous ai déjà montré plusieurs fois, à l'issue de l'analyse des passages de Thucydide, ici, voilà, ceci, à l'issue de cette analyse, j'ai ajouté ici les nomoi de la cité, qui s'inscrivent aussi dans cet ensemble. Très important. Et donc, l'expression hiera kai hossia englobe avec hiera le patrimoine sacré de la cité en tant que collectivité. Ce sont les affaires publiques, les damosia crétois, que nous avons vus aussi à d'autres endroits. C'est un patrimoine qui est matériel, les sanctuaires, les biens des dieux, les territoires, enfin les propriétés sacrées, mais aussi rituel, je l'ai rappelé tout à l'heure. Avec Hossia, l'expression désigne les conduites commandées par le teios nomos, la norme divine, ce que les poètes archaïques appelaient thémis. Nous avons vu, vous vous souvenez, les cyclopes qui étaient athémisoi. Donc ce que les poètes archaïques appelaient thémis, ce dont Pindare faisait le nomos basileus, que nous avons vu précédemment. Ainsi, donc il y a les conduites, mais aussi toutes les structures matérielles qui sont susceptibles de les porter. Je pense notamment aux tombeaux que nous avons vus passer à plusieurs reprises encore aujourd'hui, enfin 2 reprises. Les tombeaux de la cité lors de la pandémie d'Athènes et les tombeaux des soldats tombés lors de la bataille de Platée. Donc ce sont des structures qui sont susceptibles de matérialiser ces comportements. Et donc cet ensemble, hiera kai hossia, recouvre au sein de la collectivité une dimension globale que nous, modernes, nous divisons dans ce que je pourrais appeler une conscience sociale, une conscience morale, une conscience religieuse, voire politique, mais qui, dans les cités grecques, est un tout indissociable, ou à tout le moins, indissociable c'est peut-être trop dire, mais fait l'objet d'intersections, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, ces intersections, qui rendent toute dichotomie de type sacré-profane impossible à valider. Je le dirai encore autrement, pour entrer encore plus précisément dans le rendu de cette expression, hiera kai hossia. Cette expression, cette formule, elle implique les dieux et les hommes, d'où le parallèle qu'on peut faire avec
l'expression crétoise des theia et des anthropina, implique les dieux et les hommes en tant qu'ils sont en relation. Mais les relations impliquées par l'un et l'autre terme ne sont pas totalement superposables. Quand référence est faite au hiéra, les dieux sont directement impliqués dans la relation en tant que destinataires ou partie prenante de ce qui est en train de se jouer. C'est la voie à deux directions que évoquait Rudart dans le passage que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure. Quand référence est faite au Hosea, les dieux sont également impliqués. Et c'est ça que gomme la notion de profane. Mais comme instance de régulation, c'est ce que résume parfaitement le nomos divin que l'on trouve chez Thucydide, venant confirmer de façon inattendue, vu le type d'œuvre auquel nous avons affaire, ce que vient confirmer donc, qui vient confirmer et renforcer les analyses que j'ai pu faire de la poésie archaïque ou de la prose philosophique de Platon. Il n'est sans doute pas... Là, je n'ai pas passé média. Il n'est sans doute pas aussi précis. Donc, je vous remets le graphique sous les yeux. Enfin, vous avez gardé le graphique sous les yeux. Il n'est sans doute pas aussi précis qu'il le faudrait pour entrer dans toutes les nuances de ce que j'ai essayé de vous présenter, mais je pense qu'il permet d'embrasser la problématique d'un seul coup d'œil. Donc, avoir part au hiera kai hosia quand on est citoyen, cela signifie s'inscrire dans le processus de réciprocité qui règle les relations collectives entre homme et Dieu dans sa cité, tout en bénéficiant du filet régulateur d'origine divine qui régit les relations entre les membres humains de la communauté. Et quand Démosthène, je reviens à ce passage que je vous ai montré tout à l'heure, quand Démosthène ajoute les nomima à l'expression, on voit bien que dans ce cas précis, il a ressenti le besoin d'affiner le tableau, faisant droit à cette partie des nomoi qui ne relève pas de l'Osion. Et c'est ce que dit cette tentative, plus ou moins réussie, d'ajouter les nomoi de la cité au sens des usages de cette cité-là et les lois, parce qu'à l'époque de Démosthène, c'est tout à fait pertinent, les lois qu'elle a promulguées. Donc, défendre les hiera kai hosia quand on est éphèbe, cela signifie protéger les structures concrètes de la cité qui encadrent ces relations, que ces relations soient verticales des hommes aux dieux, des dieux aux hommes, ou entre les hommes sous le regard des dieux, donc verticales ou horizontales. Mais je pense qu'il ne faut pas, dans l'expression hiera kai hosia, méconnaître la portée immatérielle de l'expression. Il y a bien sûr des structures concrètes derrière, c'est pour ça qu'il faut les défendre. Mais on défend aussi un mode d'existence. Et souvenez-vous de ce qu'Héraclite disait, il faut que le peuple combatte pour le nomos comme pour un rempart. On est bien dans une forme d'immatérialité. Et aussi dans la référence à ce que nous pourrions appeler une culture. Les cités doivent donc défendre leur manière de vivre, leur humanité aussi, celle que le nomos de Zeus, vu par les travaux d'Hésiode, a associée à l'exercice de la justice, en contraste avec la prédation caractéristique des animaux. Nous avons vu cela plusieurs fois. C'est la cité de l'eunomia, dont parlait Solon, qui l'opposait à la cité où règne la dysnomia. Et dans les terribles circonstances de la pestilence des débuts de la guerre du Péloponnèse, Thucydide parlera, lui, d'anomia. Ce que je traduirais moins par désordre moral que par une perte toujours plus grande des repères, un brouillage de toutes les limites de la prise en compte de ce qui revient à chacun. Je retrouve ici l'étymologie de nomos, avec nemein, cette distribution, ce qui revient à chacun, qu'il soit homme ou Dieu. Et donc, en conclusion, voici la traduction que je vous propose du sermon des Éphèbes. Je défendrai ce qui est sacré et ce qui est conforme à la piété. Je vous remercie pour votre attention.